Des rumeurs de largesse financière et de salaires indus ont été répandues. Que répondez-vous ? Permettez-moi de faire remarquer tout d'abord que l'on change ici complètement de registre. Les putschistes, qui savent bien au fond que les accusations de harcèlement à mon encontre ne tiennent pas la route, ont jugé nécessaire de faire feu de tout bois et de m'attaquer tous azimuts. Pour ce qui concerne mon salaire, je tiens à faire remarquer en préambule que je ne me suis pas attribué ce salaire moi-même, tout seul et sans contrôle. C'est au contraire le Bureau national qui a été saisi, comme toujours dans les règles, pour voter ou non ce salaire, et qui l'a voté à l'unanimité, moins une abstention. Je note donc que ce sont un ou plusieurs des putschistes qui ont balancé de façon scandaleuse mon salaire sur les réseaux sociaux, sans préciser qu'il ou elle avait justement participé au vote pour me l'attribuer. Même s'il est un peu humiliant de devoir me justifier, comme je n'ai nullement à rougir ni à me cacher, je vais être totalement transparente avec vous. J'ai créé l'UPR le 25 mars 2007. Entre le 25 mars 2007 et le 12 janvier 2017, soit pendant près de 10 ans, j'ai travaillé de façon purement bénévole pour ce mouvement que j'ai créé de toutes pièces. Je le faisais parallèlement à mon travail à l'Inspection générale des finances, qui assurait ma rémunération. C'est d'ailleurs tout à fait normal et légal, et tout le monde sait que des hauts fonctionnaires travaillent, en dehors de leurs heures de bureau, de façon bénévole pour des partis politiques ou des associations. Je souligne au passage que non seulement j'ai ainsi travaillé bénévolement pendant 10 ans pour développer ce parti, mais que j'y ai même laissé beaucoup d'argent. Par exemple, c'est moi qui ai contribué à son lancement en y injectant plusieurs milliers d'euros de ma poche à une époque où nous n'avions d'ailleurs pas l'agrément fiscal et où les cotisations et dons ne bénéficiaient donc pas de déduction d'impôts. C'est moi aussi qui ai assuré de ma poche tous mes déplacements à travers la France. C'est moi encore qui ai assuré la première campagne électorale en faisant imprimer de ma poche 60 000 tracts appelant à l'abstention lors des élections européennes de 2009. À partir du 12 janvier 2017, parce que l'activité de direction du parti devenait trop prenante et parce que je me préparais à participer à l'élection présidentielle, j'ai demandé et obtenu du corps de l'Inspection générale des finances ma mise en disponibilité pour convenance personnelle, comme on le dit. Cette situation administrative signifie que je peux revenir dans mon corps d'origine pendant plusieurs années, mais que je ne suis plus soumis aux contraintes administratives et bien entendu que je ne gagne plus un centime. À partir du 12 janvier 2017, je me suis donc retrouvé sans un sou de rémunération. Et j'ai alors découvert ce que j'ignorais, à savoir qu'un candidat à l'élection présidentielle, ou à une élection quelle qu'elle soit, ne peut pas recevoir de rémunération de la part du parti dont il émane, et cela pendant toute la durée de la campagne. En revanche, un candidat qui est ministre ou qui est parlementaire ou élu local peut, lui, continuer à toucher ses émoluments. Bref, je me suis retrouvé sans rémunération pendant plusieurs mois. Et le salaire de ma femme ne suffisant pas à couvrir les frais de notre famille, je signale au passage que nous habitons Paris où la vie est très chère et que nous avons encore un enfant adulte à charge et que je dois payer des impôts très lourds, eh bien j'ai dû m'endetter pour être à l'UPR et pour faire face aux dépenses courantes. Par scrupule, j'ai beaucoup hésité à me faire rémunérer par l'UPR, puisque je ne l'avais jamais fait. Cependant, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il me fallait absolument avoir des revenus. Je me suis donc résolu à solliciter, d'ailleurs tardivement, l'accord du Bureau national pour obtenir un salaire de la part de l'UPR. Si je ne l'avais pas fait, il m'aurait fallu trouver un emploi par ailleurs et cesser de consacrer tout mon temps au mouvement. Ce salaire a été proposé et adopté par le Bureau national
fixé à 4 880 € net par mois, sans compter les impôts sur le revenu à déduire, et ce salaire m'a été versé à partir du 20 novembre 2017. Comme chacun l'aura compris, je n'ai donc pas gagné un seul sou entre le 12 janvier et le 20 novembre 2017, soit pendant plus de 10 mois. Je souligne aussi que ce salaire était 2 fois inférieur à celui que je gagnais dans l'administration en tant qu'inspecteur général des finances, parvenu au sommet de l'échelle indiciaire. Agirais-je avec une telle abnégation si j'étais un homme cupide et intéressé par l'argent? À l'expérience, il est apparu que le montant de ce salaire était calculé trop juste, car il ne me permettait pas de commencer à rembourser les emprunts importants que j'avais contractés pour assurer mes revenus pendant ces 10 mois où je n'ai pas été rémunéré, notamment du fait de la campagne présidentielle et de ma participation aux élections législatives. Et ce salaire était d'autant plus insuffisant que par ailleurs, je n'ai touché cette rémunération qu'avec un abattement de 35% pendant la durée de la campagne pour les élections européennes de 2019, où j'étais tête de liste pour défalquer, conformément à la loi, la période de temps que je consacrais à ma campagne électorale. Pour toutes ces raisons, et constatant que la campagne pour les élections européennes nous avait attiré de nombreux nouveaux adhérents, j'ai sollicité de nouveau le Bureau national pour obtenir une prime exceptionnelle et une augmentation de rémunération, laquelle est fixée depuis le 1er décembre 2019 à 5 768 € et 10 centimes net après prélèvement à la source. Je précise au passage que si je suis de nouveau candidat à l'élection présidentielle en 2022, je me retrouverai de nouveau privé de cette rémunération pendant au moins 5 ou 6 mois. Résumons donc la situation sur les rémunérations que m'a versées l'UPR depuis que je l'ai créée. Je vous donne ci-après les relevés exacts de notre expert comptable année après année. Du 25 mars 2007 au 11 janvier 2017, pendant 10 ans, 0 €. Du 12 janvier 2017 au 19 novembre 2017, 0 €. Du 20 novembre 2017 au 31 décembre 2017, 6 669,33 €. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 58 560 €. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 56 783 € et 87 centimes. Du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, 28 840 € et 50 centimes. Cela représente, tout compris, un montant total de 150 853 € et 70 centimes. Sur l'ensemble de la période depuis la création de l'UPR, compte non tenu des charges et prélèvements divers, j'ai donc gagné une rémunération nette de 150 853 € et 70 centimes sur les 13 ans et 2 mois qui nous séparent de la création de l'UPR, soit 158 mois. Ce qui représente une rémunération mensuelle nette versée par l'UPR sur toute cette période de 954 € et 90 centimes par mois. Mettons de côté la période où j'étais rémunéré par l'Inspection générale des finances. Si l'on se limite à la seule période qui court depuis que j'ai quitté l'administration, j'ai gagné une rémunération nette de l'UPR de 150 853 € et 70 centimes
sur 40 mois et 20 jours, ce qui représente une rémunération mensuelle nette de 3 725 € par mois. Je précise que cette rémunération est absolument la seule que je reçoive. Non seulement je n'ai plus aucun salaire venant de l'administration depuis 3 ans et demi, mais, à la différence de la quasi-totalité des dirigeants d'autres partis politiques, je n'ai aucune source de revenus complémentaires. À titre de comparaison, et si j'en crois les journaux, Madame Le Pen, par exemple, qui cumule les fonctions rémunérées, gagnait en 2009 14 670 € bruts par mois en tant que députée européenne et conseillère régionale. À quoi s'ajoutait sa rémunération de présidente du Front national. Actuellement, elle est rémunérée 5 000 € net par mois en tant que président du Rassemblement national, si j'en crois la presse. À quoi s'ajoutent ses rémunérations de députée française et de conseillère régionale. Au total, Madame Le Pen doit gagner actuellement au moins 15 000 € net par mois. Je ne lui jette pas la pierre. Mais je signale qu'à ma différence, elle a continué et elle continuera à toucher ses rémunérations pendant toutes ses campagnes électorales, présidentielles, législatives, etc. De telle sorte que je peux affirmer, sans risque, que Madame Le Pen gagne au moins 4 fois plus que moi. Je peux affirmer sans grand risque non plus que M. Mélenchon, qui est député, M. Dupont-Aignan, qui est député, et généralement tous les dirigeants de partis politiques, du fait qu'ils cumulent leurs fonctions de chef de parti avec des fonctions électives, gagnent beaucoup plus que moi. Pour ce qui concerne maintenant les prétendues largesses ou même malversations financières que certains m'imputent, ce sont des accusations tout aussi ignobles et dégueulasses que le reste. Je rappelle tout d'abord que toutes les dépenses de l'UPR respectent des procédures très strictes. Elles doivent d'abord être validées. Premièrement, par Catherine Gargasson, chargée de mission, qui vérifie la licéité de la dépense avec son œil de lynx et ses exigences que tous nos cadres connaissent bien. Deuxièmement, par Benjamin Nard, notre secrétaire général, qui mérite, comme Catherine, tous les éloges pour son excellence professionnelle et sa droiture. Troisièmement, si ces dépenses dépassent 1 000 €, elles doivent être validées par une troisième personne, le président, c'est-à-dire moi-même. Et une fois que chaque dépense a été contresignée et validée par ces 2 ou 3 personnes, et que le règlement a été effectué, elle est transmise à l'expert comptable, qui est un cabinet extérieur comme l'exige la réglementation, qui vérifie à son tour si tout est bien en règle, les pièces justificatives, la légalité de la dépense, et qui enfin enregistre la dépense en comptabilité. Le trésorier, qui était en l'espèce M. Gallois jusqu'à sa récente démission, surveille de son côté toutes les recettes et toutes les dépenses et la trajectoire financière de notre budget. M. Gallois avait bien entendu accès à toutes les pièces comptables, en recettes comme en dépenses. Enfin, tout cela est ensuite transmis, avec l'ensemble de nos comptes, aux commissaires aux comptes, dont je rappelle qu'ils appartiennent, conformément à la loi, à 2 cabinets de commissariat aux comptes différents, lesquels certifient les comptes puis les transmettent en phase finale à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP, pour agrément définitif donnant lieu à dégrèvement fiscal. Je rappelle toute cette longue procédure pour signaler qu'il est impossible de procéder à des malversations. C'est une chose de m'accuser, c'en est une autre d'accuser une demi-douzaine de personnes d'être de mèche.
Cela étant, qu'est-ce que les putschistes me reprochent? Qu'il y aurait eu de temps en temps quelques frais de restaurant avec certains de mes collaborateurs ou des militants de terrain, ou bien avec quelques personnalités de renom. Eh bien, c'est exact. Et je l'assume totalement. D'abord parce que ces frais sont ridicules en montant comparé à l'ensemble de nos dépenses. Soyons clairs et précis. Nous parlons là d'additions dans des restaurants parisiens, souvent, ou éventuellement en province, de moins de 30, ou exceptionnellement 40 euros par personne, grand maximum, et souvent de moins de 20 euros. Pour Paris, il est difficile de faire moins, sauf à aller dans un kebab ou dans des fast-foods. D'après les relevés précis de notre expert comptable, mes notes de frais de réception pour l'ensemble de l'année 2019 se sont précisément élevées à 4 318,90 euros, soit une moyenne de 359,90 euros par mois. Parmi ces frais figurent notamment des invitations à partir de septembre 2019 des candidats avec leurs coéquipiers pour la campagne des municipales. Si on rapporte leur montant au total des recettes de l'UPR en 2019, qui se sont élevées à 1 492 000 euros, mes frais de réception ont représenté 0,28% de l'ensemble de nos recettes de l'année 2019. Laisser entendre que je dilapiderai votre argent, c'est vraiment de la rigolade. Et pour les 5 premiers mois de 2020, mes notes de frais de réception se sont précisément élevées à 724,05 euros, entièrement consacrées sur la période allant du 1er janvier à la mi-mars, du fait du confinement ultérieur, et presque exclusivement utilisées pour inviter des candidats et des militants pour les élections municipales. Mes frais de réception sont donc non seulement tout à fait marginaux dans nos frais globaux, mais ils sont aussi tout à fait légitimes et justifiés. Tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus normal pour un président que d'inviter occasionnellement des collaborateurs ou des militants bénévoles, soit en prolongement d'une séance de travail, soit pour les remercier de leur engagement à l'UPR. Rien de plus normal aussi que d'inviter de temps en temps une ou plusieurs personnalités connues afin de nouer des contacts potentiellement intéressants pour le développement de notre mouvement. C'est même le contraire qui serait anormal. Du reste, quel tombereau de propos orduriers les putschistes ne déverseraient-ils pas sur moi si je bénéficiais du concours de militants bénévoles ou de collaborateurs qui sont payés très modestement, en ne comptant pas leur temps de travail, y compris souvent en soirée ou le week-end, et si je ne leur offrais pas de temps en temps un petit pot ou un repas dans un petit restaurant. Les mêmes qui osent me reprocher des largesses financières me reprocheraient alors, comme ils le font d'ailleurs, d'être un patron impitoyable et sans cœur, d'être un tyran juste capable de pressurer sans limite son entourage. Je note au passage que lorsqu'il m'est arrivé d'inviter telle ou telle personne qui fait aujourd'hui partie des putschistes, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont jamais décliné cette invitation. Elles l'ont acceptée avec grand plaisir. Et puis d'ailleurs, j'en appelle ici aux nombreux adhérents à travers toute la France qui me connaissent, qui ont pu mesurer depuis des années et des années à quel point je gère ce parti avec un très grand scrupule. Connaissez-vous beaucoup de partis politiques où le président, lorsqu'il se déplace avec tel ou tel de ses collaborateurs, préfère systématiquement loger gratuitement chez des adhérents plutôt que d'aller reloger à l'hôtel, et cela dans le double but de faire connaissance avec nos adhérents, ce qui est toujours très sympathique, mais aussi de faire des économies à notre parti. Connaissez-vous beaucoup de partis politiques
Ou lorsque le logement chez un adhérent n'est pas disponible, le président se loge dans des chaînes d'hôtels très bon marché, comme B&B, Formule 1 ou Kyriade. Connaissez-vous beaucoup de partis politiques où le président, comme moi, ne dispose ni de la carte bancaire du parti, ni du chéquier, et qui s'est lui-même contraint à payer avec sa propre carte bancaire et son propre chéquier, en ayant recours ensuite au système de remboursement sur note de frais justifiée, ce qui entraîne inévitablement des renoncements ou des oublis à se faire rembourser. Mais élevons encore le débat. Malgré tout ce que peuvent dire les putschistes, il se trouve que l'UPR est exceptionnellement bien gérée. Que ceux qui ont encore des doutes aillent le vérifier en épluchant les comptes des partis politiques publiés par la CNCCFP et qu'ils comparent nos ratios financiers avec ceux des autres partis. Depuis la fin des 3 contrats à durée déterminée que nous avions pour les élections municipales, l'UPR compte aujourd'hui 4 salariés, dont moi-même, et une collaboration avec un auto-entrepreneur. Qui dit mieux pour un parti de cette ampleur? Je confirme une nouvelle fois que nous n'avons aucune dette. Allez le voir sur les comptes de la CNCCFP. Qui dit mieux? Je vous informe que nous disposons actuellement d'une trésorerie d'environ 320 000 euros, alors que toutes nos factures ont été payées, en particulier les factures de la campagne pour les élections municipales. Cet argent, votre argent, est précieusement mis de côté pour les échéances électorales futures. Qui dit mieux? Je signale à ce propos que l'UPR est l'un des très rares partis, c'est peut-être même le seul, qui prend en charge les frais de campagne électorale standard, affiches, tracts et professions de foi, pour tous ses candidats à toutes les élections, en ne laissant aux candidats que le coût éventuel de tracts et d'affiches supplémentaires s'ils en souhaitent. Allez regarder ailleurs. Qui dit mieux? Tout cela me permet de démentir catégoriquement les affirmations alarmistes et totalement mensongères de M. Gallois, qui était le trésorier de notre mouvement et qui était le mieux placé pour voir les entrées et les sorties de fonds. Pour tenter de monter les adhérents contre moi, M. Gallois a osé affirmer que notre situation financière serait très difficile, ce qui est un mensonge éhonté, un de plus. Et il en a profité pour nous présenter sa démission du poste de trésorier, démissionnant par conséquent du Bureau national. Je signale à ce propos que j'ai décidé, comme j'en ai le pouvoir en tant que président, de nommer Madame Gargasson, qui faisait partie du collège des suppléants du Bureau national, de la nommer trésorière, comme elle l'avait d'ailleurs été auparavant. Car nous avons besoin d'un trésorier pour notamment présenter prochainement les comptes. En conclusion de cette partie financière, je voudrais dire que je n'ai pas mentionné le grand nombre de dépenses, souvent minimes, mais parfois plus importantes, que je prends en charge sur mes propres deniers. Cela va des verres ou des petits repas avec des adhérents ou des collaborateurs que je n'ai pas refacturés. Et cela va jusqu'au lot offert à la tombola annuelle que nous proposons en marge de notre université d'automne et qui atteignent parfois plusieurs centaines d'euros. Car c'est moi qui achète sur mes propres deniers la quasi-totalité des lots pour en faire don à la tombola, quand je ne les prends pas sur ma collection personnelle de livres, de médailles ou de magazines anciens, par exemple. Je n'ai jamais voulu le dire publiquement, car je suis quelqu'un de pudique. Et si je le dis aujourd'hui, c'est pour témoigner un peu de l'amertume qui est la mienne devant les attaques haineuses et si injustes dont je suis la cible, venant de personnes
auxquels je n'ai jamais prodigué que des choses positives, notamment parce que je leur faisais confiance et que je leur ai proposé de figurer auprès de moi dans l'équipe dirigeante du mouvement.